messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des hommes de loi dénoncent les nombreuses erreurs qui se sont glissées dans l'ordonnance de clôture du juge instructeur Lionel Luméran dans le cadre de l'affaire de cargaison d'armes saisie à Saint-Marc en 2016. À l'initiative de l'ISC, une coalition a été créée pour des villes d'Haïti propres et attrayantes. Le secteur privé et les municipalités se mettent ensemble pour lutter contre l'insalubrité, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur général du Conatel, l'ingénieur Jean-David Rodney, promet d'engager de nouvelles discussions avec les médias dans le but de trouver un accord sur la hausse des tarifs dans le secteur de la radiodiffusion en Haïti. Depuis le début du mois de juillet, l'actualité en Haïti est riche et pour le moins tourmentée. Manifestations souvent violentes, dossiers Petro-Caribé, demande de révocation du président, zone de non-droit où les gangs font la loi, massacre de la Saline et que sais-je encore. Un nouveau point est, semble-t-il, à l'ordre du jour, c'est celui du statut du directeur général de la police. Il y a un ancien directeur qui est actuellement en prison à Saint-Marc et l'autre a subi des attaques relativement violentes l'autre jour au Parlement. La question se pose aujourd'hui, certains parlementaires l'ont posée, qui a le droit de révoquer le directeur général? On sait que c'est le président de la République qui le nomme, mais qui a le droit de le révoquer? Qu'est-ce que la Constitution dit sur cette question? Docteur Georges Michel, bonsoir docteur. Bonsoir Serge, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. La Constitution est muette sur ce point. Donc c'est une décision politique de révoquer le DG. Mais est-ce que le DG est coupable? Point d'interrogation. Parce que les responsabilités sont multiples. On ne peut pas lâcher tout sur ses épaules, ce ne serait pas juste. Et il a fait ce qu'il a pu. La police nationale n'a pas d'armée derrière elle. La ministre est partie. On avait annoncé à ces étrangers que cette situation allait arriver. On est en plein dedans. Le 3 janvier 1995, j'écrivais dans le Nouvelliste un article où j'annonçais cette situation. Je n'ai pas été écouté. La deuxième intervention de 1994 a amené le désordre. Ça fait 24 ans que ça dure. Nous avons atteint un paroxysme. J'ai 46 ans d'expérience dans le journalisme. J'ai vu commencer la guerre civile au Liban, en Somalie, au Tchad, au Libéria, en Afghanistan. Ça commence comme ça. Et ces gangs armés devraient être désarmés parce que les armes de guerre ne doivent pas se trouver entre les mains des civils. La Constitution dit que ce sont les forces armées seules qui ont le monopole des armes de guerre et de leurs munitions. Donc, il faudrait s'arranger pour prendre ces armes entre les mains des gangs parce que ces gangs n'ont pas droit à ces armes de guerre qui terrorisent la population. Et je vois que si on ne fait rien, nous sommes en train de flirter avec une quatrième intervention militaire étrangère. Il y a 3 causes récurrentes qui ont amené 3 interventions militaires en Haïti en moins d'un siècle. C'est le renvoi trop répété des présidents, la violence et le désordre. Donc on est en plein dedans, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Oui, docteur Georges Michel, personne ne cherche à accuser ou à faire porter à l'actuel directeur général tous les péchés d'Israël. Mais vous donnez donc raison, vous confirmez ce que disait l'ex-ancien Premier ministre Evans Paul, à savoir qu'aucune provision n'est prévue dans la Constitution pour ce qui est du droit de révoquer le directeur général de la police. Tout à fait. Il est écrit dans la Bible, le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Donc, s'il y a un DG qui ne marche pas, qui vraiment est incompétent, les autorités de l'État devraient avoir le pouvoir de le révoquer, malgré son mandat de 3 ans.
Ça, c'est mon opinion, mais on peut rencontrer d'autres opinions. Et je pense que la question n'est pas la révocation du DG. Vous le révoquez, vous le remplacez par quelqu'un d'autre, vous allez tomber dans la même problématique. Et ça me peine énormément de voir un ancien directeur de la police, M. Godson Aurelius, être impliqué dans une affaire de trafic d'armes lourdes à Saint-Marc. C'est une honte pour lui, c'est une honte pour le pays, c'est une honte pour la PNH qui se trouve être éclaboussée. Ça, c'est pas bon pour l'image de l'institution policière. Oui, mais maintenant, vous avez reconnu là qu'il y avait un manquement, il y avait un défaut dans la Constitution. Il est beaucoup question ces derniers temps d'une nouvelle Constitution ou d'amender la Constitution. Quelle est votre position sur cette question? Moi, je suis contre des amendements intempestifs. Et d'après ce que j'ai lu du rapport Tardieu, Tardieu nous prépare une république autoritaire. Il va enlever tous les garde-fous démocratiques qui ont été mis dans la Constitution pour donner aux gouvernants haïtiens les instruments des Duvalier, c'est-à-dire pouvoir changer la Constitution n'importe quand, faire des référendums constitutionnels, annuler le Sénat de la République et donner tous les pouvoirs au président et museler les journalistes et baisser l'indépendance du Parlement. Et il demande au Parlement de se dépasser. M. Tardieu nous prend vraiment pour des imbéciles. Je souhaite que le coup ne passe pas, mais je ne suis pas optimiste parce que dès qu'il s'agit de mal faire, les Haïtiens sont tous d'accord. Et les forces du bien sont toujours minoritaires parce que nous pratiquons l'effort dans le mal. Cette constitution devrait mériter des retouches, mais pas ce que le député Thierry Tardieu et ses collègues veulent faire. Ce serait un malheur pour le pays. Si on veut le faire, très bien qu'on aille dans cette direction et on en verra les conséquences rapidement. Je peux vous dire que depuis 1987, la Constitution en Haïti n'a jamais fonctionné. Retournons à la dictature, Serge, et on verra. Faisons ça comme ça. Suivons ce que fait Tardieu, ce que recommande Tardieu, et nous verrons les conséquences. Ah, d'accord, docteur Georges Michel. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier pour ces précisions et vous laisser retourner à votre travail de médecin. Merci, Georges, et bonne fin de journée. C'est à moi de vous remercier, Serge, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le docteur Georges Michel, historien, journaliste, médecin de profession, qui nous donnait son opinion sur l'affaire du DG, qui a le droit de le révoquer, qui n'en a pas le droit. Voilà pour le docteur Georges Michel. L'ordonnance rendue par le juge Dionel Luméran dans le cadre du dossier de cargaison d'armes de Saint-Marc est truffée d'incohérences selon plusieurs avocats. Maître Fritzo Canton, défenseur de Réginald Delva, et Jean-Eugène Pierre-Louis, défenseur de Godson Aurelius, déplorent le caractère confus de l'ordonnance du juge instructeur qui contient, selon eux, beaucoup de contresens et d'erreurs. Maître Pierre-Antoine Louis, du barreau de New York, fait valoir que la responsabilité des dirigeants d'une entreprise est personnelle. En aucun cas, il ne peut être reproché sur le plan juridique quoi que ce soit à ceux qui ont autorisé le fonctionnement de la firme s'ils ont respecté les procédures. Il y a toute une panoplie d'infractions qui ont été imputées à des hommes qui les ignorent d'abord, pour la plupart bien sûr, et qui n'ont jamais participé à aucun fait, à moins qu'ils ignorent lui-même le sens des mots, ou même qu'il ignore lui-même le sens des concepts. C'est quoi d'abord un trafic interstational? Il faudrait que vous participiez à des actes illicitement reconnus de manière sur le plan international. Je ne vois pas M. Delva particulièrement participer à cet acte-là. Il faudrait établir le fait matériel et le rattacher au fait juridique. Au droit. Vous ne l'avez pas fait. Vous dites blanchiment. D'après quels critères? Vous dites faux usage de faux. Quels sont les éléments dont vous disposez pour établir le faux usage de faux? Je n'en ai vu aucun dans le réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement, encore moins
dans l'ordonnance du magistrat instructeur. Le juge, je ne sais pas, il est totalement confus. Il a dit dans son ordonnance, il a parlé de crime transnational viril, trafic illicite d'armes à feu. Donc, il considère, selon lui, qu'il y a une infraction qui s'appelle crime transnational, sans définir de quoi il s'agit. En matière pénale, il y a 3 éléments. Il y a l'élément matériel, il y a l'élément moral et il y a l'élément juridique, l'élément légal. Les juges de paix constatent le fait matériel. Maintenant, après, vous allez rechercher pour voir à qui impute maintenant cette infraction, ce fait matériel. Donc, la première chose, c'est d'établir le fait. Qui a commis l'infraction? Qui a commis le fait? Le lien juridique, c'est la qualification des professionnels du droit, des praticiens, qui vous diront, voilà de quoi il s'agit, tel fait commis, eh bien, la loi qualifie ça de tel et tel élément. Le juge n'a pas marché dans cette voie. Le juge se contente de transcrire dans le code des qualifications juridiques, des concepts juridiques, qu'il transcrit dans un acte, et après, sans établir le fait, sans établir le lien. Et ce qui est plus grave, le juge a porté à la charge de M. Godson Aurelius, ex-DG du PNH, d'avoir émis une autorisation au nom d'une société fictive. Mais maintenant, en droit, et en droit des affaires notamment, heureusement, nous avons ici, je ne sais pas mon confrère, 2 professeurs de droit international des affaires, M. Canton et moi, et qui a été mon professeur d'ailleurs à l'INAGUE de cette matière. Vous vieillissez. n'est pas vrai, cher confrère. Donc, nous savons sciemment de quoi il s'agit quand on parle de société fictive. Et c'est seule la DGI qui a la compétence pour dire que telle société n'est pas opérationnelle ou non à partir des rapports financiers et des déclarations définitives d'impôts, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Document de 17 pages des autorités judiciaires américaines constituant, ça aurait en anglais, un indictment. I-N-D-I-C-T-M-E-N-T. Qui c'est un acte d'accusation que un grand jury qui réunit, qui dit que d'après des indices que le grand jury a gagné, 2 messieurs Sao, les frères Joseph, ont suffisamment d'indices pour moun Sao mettre sous contrôle judiciaire pour être capable de juger. Maintenant, son acte d'accusation fait qu'il a allégué dans ça hier, sans que on ne pas caractériser véracité, est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Mais il y a une procédure qui est engagée dans un pays qui est réputé que le bon système de droit, que le monde fait confiance, bien que ce sont des êtres humains capables de faire erreur, ils ont reproché à 2 individus ça au fait dans le pays Sahara qui ont un impact sur un bagage en Haïti. Dans le cas d'espèce, que ont fait venir des armes en Haïti. Pendant moi-même, je parle avant là, dans le cadre de cette situation, c'est moun sa yo que acte d'accusation demandé pour répondre de leurs actes. Vous avez remarqué que le document de 17 pages là pas non l'autre moun la donne. Il parlait de co-conspirateurs. Yo pas cité non moun. M'ba rien ensemble li à là qui t'a qu'à supposer que moun qui est actuellement dans le collimateur de la justice ici là kounya là que moun sa yo fait rien. Pas grand rien ensemble qui montre que moun sa yo En effet, yo coupable de 1. D'ailleurs, responsabilité dans le document moi ouais, yo imputé aux 2 frères Joseph. Maintenant, peut-être que dans le cadre de procédure qui gagne en Haïti, le juge là gagne des indices de fait que moi-même moi pas connais. Mais dans ça que moi-même moi entendais, dans ça moi lis, si fait que vous mettez 2 allégations que vous faites, vous pouvez faire parce que vous pouvez juger, ce sont des allégations. Si fait ça, tu as avéré de M. Sao responsable personnellement, parce que la responsabilité pénale est personnelle à de M. Sao. Moi-même, c'est ça, je lis dans le document devant moi. Les 2 principales associations nationales de médias réclament des négociations avec le Conseil national des télécommunications, Conatel, sur la hausse des tarifs dans le secteur. Les responsables de l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI,
et de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH indiquent avoir pris connaissance sur les réseaux sociaux d'une note circulaire faisant état de nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la radio-télédiffusion en Haïti à partir du 3 décembre 2018, ce sans consultation ni réunion d'information préalable avec les associations concernées. En réaction, le directeur général du CONATEL promet d'engager de nouvelles discussions avec les médias dans le but de trouver un accord. En octobre 2017, si je ne m'abuse, et dans une rencontre que nous avons faite avec des représentants de la NMH, autour de ça, les barèmes de redevance qui est applicable à secteur radiodiffusion, c'est la NMH qui a fait la recommandation qu'à partir de janvier 2018, pour nous généraliser mise en œuvre contrat de concession. Et c'est à partir de là tout que barème de redevance ça que nous avons proposé au gouvernement, TAPRAL, commencé à appliquer. Eh bien, en janvier 2018, comme demandé par cette association, nous soumettions proposition, un projet alors de contrat de concession pour que nous puissions discuter et puis pour aboutir à adoption. Alors ça ne va pas comprendre, non, c'est que moi, deux associations qui signent par représentants respectifs, Georges Venel Remaret pour Médias Indépendants et l'Association nationale des médias haïtiens représentée par Franz Duval. Par contre, peut-être si c'est mal comprendre, notre que sorti, notre conjointe qui est sorti, je n'ai pas tellement l'impression que vous allez dans le même sens qu'on dit. Au contraire, vous demandé dialogue et vous exprimé stupéfaction par rapport à notre ça qui est sorti en date du 30 novembre et notre pas lui-même son réaction que lui qui est sorti le 1er décembre, directeur. Loin de nous, du lieu de la régulation, de entrer dans quelconque polémique avec l'association de médias que d'ailleurs nous considérons comme des structures de facilitation par rapport à la régulation que nous avons fait. À titre de rappel, peut-être que ça a été public là, côté que l'association des médias indépendants d'Haïti et l'association nationale des médias haïtiens demandent à leurs membres d'attendre que le CONATEL transmette les documents et rencontrent leur association respective avant toute autre démarche. De notre côté, les associations précisent qu'elles n'ont pas rencontré formellement les responsables du CONATEL depuis 2017, ni reçu de réponse à leur correspondance de février 2018 au sujet d'un éventuel contrat et d'un barème de prix, ingénieur. Oui, mais la précision qu'il convient d'apporter en la circonstance, c'est que cette note est intervenue à l'issue d'une lettre, d'une note circulaire, que le régulateur a fait sortir vendredi dernier, pour inviter l'ensemble des opérateurs que le responsabilité vis-à-vis de eux. C'est pas, on a précisé, oui, c'est pas seulement opérateurs qui, dans l'Association nationale des médias haïtiens ou Association des médias indépendants. Nous gagnons par exemple d'autres associations de province particulièrement qui, eux-mêmes, qu'à développer ou bien gagner une autre position. Mais la précision que je voulais apporter, c'est que cette note est intervenue à la suite d'une lettre circulaire que j'ai adressée à l'ensemble des médias. Qu'ils sont invités à retirer le certificat de licence dont ils ont besoin à l'orée au début de l'exercice fiscal pour aller signer leur contrat de publicité avec les fournisseurs de services publicitaires. Parce qu'en l'absence de ce certificat, ils ne peuvent pas signer des contrats de publicité. Nous sommes parvenus à un consensus sur la nécessité de mettre en œuvre ce contrat de concession. Quand l'irritant de la durée a été évacué et la question du barème de redevance a été également évacuée, nous posons la question de savoir vous avez envoyé une copie du contrat aussi au président de la NMH et au président de l'AMI? Absolument. Je vous ai dit que la réponse qu'ils ont apportée, c'était qu'il fallait 90 jours pour étudier ce projet de contrat de concession. Non, c'était pour le projet, mais maintenant, comme on n'est plus au stade de projet. C'est le même projet, dépouillé des irritants de la durée.
Le secteur privé, la société civile et les municipalités se mettent ensemble pour lutter contre l'insalubrité, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une coalition a été créée pour des villes d'Haïti propres et attrayantes à l'initiative de la société civile. Cette structure se propose de réfléchir afin de faire des propositions visant à mettre en place un système de ramassage, de tri et de recyclage des déchets. Déjà, la coalition qui invite les citoyens à payer leurs impôts locatifs pour faciliter le travail des mairies prévoit la mise en place d'un comité communal de contrôle. Suivez tour à tour les explications de Ronnie Desroches de l'ISC et de Jean-Édouard Pierre, président de la FENAM. Donc, en plus de permettre mairies gain plus de ressources financières à travers l'impôt locatif, nous gagnons l'autre élément dans le système. En pile monde yo dit que yo pas payé taxe impôt locatif ça parce que yo pas sûr que Kobla va véritablement servir pour bayo assainissement dans ville là, bayo service. C'est que ça nous voulait créer, c'est un partenariat public-privé. Côté que société civile là a collaboré dans le travail ça, c'est pour ça qu'on a là, ISC là, Fondation des droits fonds là, AGRK là, FAN là, etc. Société civile là pour collaborer. Et puis nous avons des entreprises tout qui ont collaboré, n'est-ce pas, pour que ça soit capable de marcher, pour que ça soit capable de réussir. Donc partenariat ça, et que tout le monde comprenne que c'est une honte pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, après plus de 2 siècles d'indépendance, que nous ne sommes pas capables de mettre tête ensemble pour nous ramasser FATRA dans le pays. Gérer FATRA. Pour nous capables de gérer FATRA dans le pays, pour nous capables de créer emploi avec richesse. C'est une honte que lié. Et je crois qu'il faut que nous relever figure, nous relever dignité, nous, pour nous laver honte ça, montrer que les Haïtiens sont capables de mettre tête ensemble pour faire bon bagaille. Ça fait longtemps, nous-mêmes, magistrats, nous avons commun pour gagner une appropriation par la société civile, là, par l'État, d'un sujet aussi préoccupant qui c'est la salubrité publique. Tout quartier au sale, toute ville au sale, pays à sale. Et ouais, pas gagner justement une politique publique appropriée pour assurer que la question des déchets est prise en charge. Et au pas qu'à faire tourisme avec des villes insalubres, immédiatement, je suis parlé de ça avec moi, j'ai trouvé que c'était indispensable que l'ensemble des maires associés à l'initiative ça. C'est dans le cadre de ça, je dis à nous là, dans le lancement, dans la conférence de presse, ça, pour capable de position nous et partager avec la population, ça nous va le faire ensemble et attendre justement de l'initiative ça. Je dis à la question FATRA, il faut nous mettre une dynamique et nous transformer de menaces en opportunités. Fait de déchets bien économiques, même genre tout l'autre côté dans le monde. FATRA nous produit aujourd'hui dans le pays, pas même qu'à faire marcher à plein rendement dans l'usine. Nous toujours dit ça, dans une rencontre que nous avons gagnée avec la présidence, nous avons gagné une étude de commandité sur évaluer la production de déchets dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il évalue à environ 3000 tonnes par jour. Pour ta construire une usine, je dis à la coûter entre 10 à 15 millions de dollars américains. Ça n'a pas l'argent pour l'État, je ne vais pas dire gouvernement, je vais dire secteur privé, mairie, société civile ou bien monde qui ça intéressé dans une dynamique de PPP, partenariat public-privé, pour nous aborder ensemble une préoccupation aussi grandissime. Donc, sous 30 000, 3 000 tonnes de déchets par jour, là, le taux de collecte là, c'est moins que 13%. C'est moins que 13%. Tout reste dans la rue, tout reste dans l'avenue, dans le canal. Et nous connaissons qui ça est créé au niveau région. Donc, comme magistrat politiquement pour tenir responsabilité ça, nous dit qu'il faut nous entrer dans une dynamique de plaidoyer, bâtir des partenariats avec des institutions, avec des entreprises de la place pour nous inciter l'État, à accorder des privilèges fiscaux, à libéraliser le marché, assurer que le secteur privé a qu'à venir investir tout, pendant qu'il y a des privilèges fiscaux particuliers pour garantir l'investissement. Je dis à taux de recouvrement des créances
des collectivités territoriales en Haïti, il moins que 10%. C'est 10%, moins que 10% de monde qui paye un impôt locatif avec patente dans le pays. Sous base ça, mais il n'y a pas de conditions pour jouer au lieu. C'est ça que fait, nous dit dans la coalition pour les villes propres et attrayées en plan, il faut gagner un taux assez abordable de position sous CFPBA pour assurer que les mairies entrent et que comme ça, dédié justement à travailler avec partenaires pour investir dans la question de gestion des déchets. Plus de 30 000 candidats sont attendus aux examens de décembre. Suivant les informations communiquées par le BUNEX, 30 040 candidats sont attendus pour les examens du bac permanent prévus du 17 au 20 décembre 2018. Encore une fois, l'Ouest présente le plus gros des effectifs avec 12 541 candidats. Les recalés composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas eu leur moyenne avec les notes obtenues datant de moins de 2 ans. Autrement, ils devront reprendre l'ensemble des matières suivant les règlements. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.